vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. L'Agence Santé Québec est lancée. La mise en place du plan Santé de Québec amorce le virage numérique et centralisé, annoncé en 2024. Cela viendra modifier de nombreuses pratiques, comme l'accès à un médecin de famille ou la gestion des urgences. Nous avions parlé l'an dernier à cette émission des changements anticipés. Nous allons aujourd'hui nous demander comment cette réforme modifie notre accès aux soins. Elle touche le financement, la gouvernance et la législation en matière de santé au Québec. Une transformation du système de santé qui est là pour durer. Restez là, nous en parlons tout de suite. À Je vote pour la science, nous nous intéressons aujourd'hui à l'implantation de l'Agence Santé Québec. Pour en parler, je suis en compagnie de Régis Blais, professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie du Dr Benoît Eppel, médecin de l'Estrie. Bonjour. Bonjour. Donc, l'engorgement des urgences, manque d'accès aux soins de première ligne, annulation de chirurgie, compression dans les services, les problèmes du système de santé québécois sont criants. L'arrivée de l'Agence Santé Québec promet de régler ce qui va mal. Nous allons explorer comment. Mais pour commencer, un petit rappel, qu'est-ce que Santé Québec exactement, professeur Blais? Oui, Santé Québec, c'est une société d'État, au même titre que Hydro-Québec ou d'autres sociétés d'État, créées il y a environ 1 an et qui relève du ministre de la Santé. De la même façon qu'Hydro-Québec relève du ministre de l'Énergie, Santé Québec. Alors, c'est une société d'État à qui on confie, on va préciser, mais confie la coordination du réseau de la santé, une tâche qui relevait du ministère de la Santé auparavant. Oui, pourquoi l'agence a été mise en place? Rappelez-nous ça. Alors, ça fait partie de ce que le ministre Dubé a appelé la refondation du système de santé. Il avait lancé cette idée au printemps 2022, enfin ce projet, et ça a été créé avec la loi 15 en décembre 23. Alors, pourquoi? C'était pour prendre la responsabilité d'améliorer le système de santé et de séparer les responsabilités du ministère, qui va garder les grandes orientations, comme l'a dit le ministre Dubé, et Santé Québec, qui va prendre la responsabilité de l'opérationnalisation, de la gestion courante, de la coordination des services. Donc, c'est dans une optique de séparation des grandes orientations versus la gestion courante. Et c'est pour essayer de régler les problèmes en pensant qu'ils auraient plus de chances que le ministère qui n'a pas réussi à le faire depuis des années. Oui, entendu. Docteur Eppel, comment se passe l'entrée en service de Santé Québec? Pour l'instant, sur le plancher des vaches, la différence est pas tellement notable. Lorsqu'on est évidemment un petit peu dans des sphères un peu d'organisation, un peu de gestion, on peut déjà observer que des gens qui étaient en interaction avec nous initialement avec une étiquette ministérielle, pour beaucoup d'entre eux sont maintenant rendus avec une étiquette Santé Québec et sont en mode, je dirais, beaucoup observation. Là, c'est ce que moi je vois sur le terrain. Les équipes de Santé Québec tentent de façon un petit peu plus rapprochée du terrain de comprendre le fonctionnement. Et puis, certains dossiers qui étaient déjà gouvernés par des gens du ministère restent gouvernés par les mêmes personnes sous le parapluie de Santé Québec. Mais on sent que Santé Québec est dans une espèce de tentative de compréhension, de voir sur le terrain comment ça fonctionne, même d'aller chercher certaines statistiques sur le fonctionnement. On a des demandes qui nous sont faites à cet effet. Donc, j'ai l'impression que les gens de Santé Québec sont en mode exploratoire pour la suite des choses. Oui, c'est pas encore de l'action. Sur le fonctionnement quotidien, évidemment, il n'y a pas de changement. Oui, il n'y a pas encore d'action, mais de l'observation, si j'entends bien. C'est ce que j'en comprends. Oui. Professeur Blais, quels sont les gros changements annoncés? Le premier changement, et c'est ce qui a été publicisé par le ministre Dubé, c'est que Santé Québec devient le seul employeur de l'ensemble des employés, des 350 000 et quelques employés du réseau de la santé. Alors qu'auparavant,
jusqu'à maintenant, chacun travaillait pour un établissement, que ce soit un hôpital, un CIS, un CIUS, une clinique, ou quoi que ce soit. Alors là, le seul employeur, bon, ça, c'est plus un symbole qu'autre chose. En réalité, qu'est-ce que ça va changer? Ben, il y a différents pouvoirs que Santé Québec a obtenus. C'est la capacité de déplacer du personnel, parce que quand on fait partie d'une organisation ou sujet à un employeur, ben, c'est à l'intérieur de cette organisation qu'on peut être déplacé. Là, si l'organisation devient le Québec, ou Santé Québec, qui couvre l'ensemble du Québec, en principe, on peut déplacer des gens un peu partout. Bon, il y a des limites, là, parce que lors de la dernière convention collective ou les ententes, il y a eu des limites en termes de distance qu'on peut déplacer des gens. On peut pas prendre quelqu'un de Montréal, l'envoyer sur la Côte-Nord sans son consentement. Bon, mais alors ça, il y a plus de pouvoir de contrôler et gérer les payes aussi. En même temps, je me demande comment ils vont réussir à gérer les payes de 350 000 personnes, là, alors que même dans un CIS et un CIUS à 10 ou 12 000 personnes, ils ont de la difficulté. Mais alors, il y a des gros changements en termes de structure. Alors donc, tout le monde relève ultimement de Santé Québec. Les PDG des CIS, des CIUS ou des établissements relèvent de Santé Québec. Alors, bon, et là, il y a évidemment plusieurs objectifs qui sont poursuivis. Oui, les bénéfices. Quels seront les bénéfices escomptés? Oui. Bon, mais il y a à peu près 4 grandes améliorations souhaitées ou qui sont dans le mandat de Santé Québec. Évidemment, le premier objectif, c'est l'accès. Alors, on l'a mentionné. Améliorer l'accès aux urgences hospitalières, améliorer l'accès à un médecin ou un professionnel de la santé de première ligne et évidemment réduire les durées d'attente ou la durée d'attente pour des chirurgies. Alors ça, c'est les 3 grands problèmes, et il y en a plein d'autres, là, mais qui sont les plus évidents pour la population et qui sont plus les défis de chaque ministre de la Santé au fil des dernières décennies. Alors, et là, dans cette refondation ou réforme du système de santé, le ministre Dubé pense que Santé Québec va être mieux équipé ou prêt ou capable de relever ces défis et améliorer ces problèmes d'accès. Bon, alors, il y a des problèmes de qualité. Alors là, on met en place un commissaire national aux plaintes, une meilleure coordination des plaintes pour des gens qui auraient subi des mauvais traitements ou dont la qualité ne sera pas à la hauteur de ce qui est attendu. Donc, l'idée, c'est d'essayer de coordonner l'ensemble des mécanismes, des processus de plainte à l'échelle du Québec. Il y a toute la coordination, un enjeu de coordination des services. Alors, faciliter le déplacement du personnel, mais aussi la fluidité du parcours des patients. Alors, les patients qui ont besoin qui partent, je sais pas, de la Côte-Nord, qui ont besoin de services dans un hôpital spécialisé qui est à Québec, ou le passage d'une personne à l'hôpital vers une résidence pour aînés, un CHSLD. Donc, une meilleure coordination des services. Enfin, une meilleure gestion de la proximité. On a eu avec les réformes précédentes, la réforme Couillard, la réforme Barrette, des restructurations, mais qui ont fusionné des établissements. Oui. Alors, avec la création des CIS et des CIUS, ben c'est ça, c'est la fusion de différents établissements. Et là, un des objectifs ou une des améliorations qui est annoncée, c'est avoir des services de plus grande proximité pour les patients en ajoutant des gestionnaires à chaque installation, c'est-à-dire dans un CLSC, un CHSLD, un centre de réadaptation, etc. Alors que ces établissements ou ces installations étaient regroupés dans un CIS ou un CIUS et il y avait des patrons au CIS et au CIUS, mais pas autant sur le terrain. Donc, en principe, on veut rapprocher les services de la population en ayant des gestionnaires qui vont tenter de répondre aux besoins avec son personnel, de répondre aux besoins locaux. C'est à voir si ça va se faire. Oui, c'est bien sur les papiers. Docteur Eppel, selon vous, quel changement risque d'avoir un impact direct pour les patients?
En fait, il y a beaucoup d'enjeux. Les défis de Santé Québec sont immenses. Oui. En fait, pour avoir un impact sur les patients, il va falloir que Santé Québec sorte de ses indicateurs habituels. Les indicateurs que M. Blais vient de nommer, le temps d'attente aux urgences, le pourcentage d'occupation sur les civières, le temps d'attente sur les chirurgies, le nombre de personnes qui attendent de plus d'un an. On a sorti beaucoup d'indicateurs dans les dernières années. Les différents ministres de la Santé sont toujours interpellés sur la place publique lorsque ces indicateurs-là dépassent ce qui devrait être acceptable. Oui. Mais si on veut vraiment changer les choses, et c'est là que Santé Québec devra plancher, c'est d'aller chercher finement des indicateurs plus précis, dont des indicateurs de qualité, pour s'assurer d'améliorer le service. Alors malheureusement, les indicateurs habituels, là, le temps d'attente à l'urgence, le pourcentage d'occupation sur filière et le pourcentage d'inscription au médecin de famille, c'est ce qui fait les manchettes presque 12 mois par année depuis des décennies. Malheureusement, c'est pas des indicateurs qui nous aident à avancer. Alors, il va falloir forer pour dire comment on peut trouver réellement des choses qui seront de vrais indicateurs d'amélioration du système. Le pourcentage d'inscription à un médecin de famille, je prends un exemple de ça. Oui, oui. C'est joli, mais c'est un peu dénué de sens. Le ministre Dubé a commencé doucement à dire, on va inscrire des orphelins, on va voir des orphelins, on va ouvrir nos GMF à d'autres choses, on va essayer de donner des pouvoirs à d'autres professionnels. Donc, il va falloir aller chercher d'autres indicateurs. Est-ce que des gens sont vus en fonction de leurs conditions de santé dans un délai raisonnable avec le bon professionnel? Donc, il va falloir raffiner ça et en travaillant ces indicateurs plus précis-là, on pourra réellement améliorer l'état du réseau, la santé de la population, l'accès aux services de première ligne ou aux services spécialisés. Oui, on a montré pendant la pandémie qu'on était capable d'opérer des changements très rapides dans le système de santé. À quel moment pourrons-nous voir une amélioration? Ça, c'est très intéressant. Vous avez un bon point. Hein? En fait, on a toujours les mêmes patterns dans le réseau de la santé lorsque c'est qu'une question de gestion. C'est très long. C'est très, 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 très long. Moi, je dis toujours à la blague, puis c'est pas une blague en fait, là, mettre un nouveau formulaire en place dans un hôpital, ça peut prendre des années. Parce qu'il y a toutes sortes de comités, il y a beaucoup de gens qui gèrent, beaucoup de gens gèrent des petits carrés de sable. C'est très difficile. Donc, il va falloir que Santé Québec, qui est une société d'État, amène une culture de la performance, une culture de l'efficience, et non une culture nécessairement, je dirais, ministérielle comme on la vivait avant. Donc, cette culture de l'efficience, elle doit être mise en place justement pour que les changements nécessaires soient rapidement mis en place, même si c'est imparfait. Pour en arriver à ça, c'est tellement, à mon avis, dans l'ADN de notre réseau de la santé, cette façon de gérer, que ça prendra certainement des années avant d'inculquer cette culture du changement et que la population voit la différence. C'est certain qu'à l'intérieur d'une année, on ne verra pas la différence. Je pense que ça va être sur le long terme. Et on espère que Santé Québec, initialement, c'était un peu ça la croyance. Est-ce qu'on va réussir suffisamment à dépolitiser le système de santé, qui est un outil politique incroyable au Québec? C'est un enjeu électoral important à chaque élection. C'est 50 de notre budget provincial, pratiquement. Ça. Alors, c'est très politique. Est-ce que Santé Québec se permettra d'avoir une vision davantage long terme et d'amener des changements pérennes et de prendre le temps qu'il faut? Mais ça prend une culture de changement, et je reviens sur vos mots. Pendant la pandémie, on a réussi à changer des choses en quelques semaines que nous n'avions pas réussi à changer pendant des années. Alors, on est capable de faire des changements quand on est en crise, mais il faut accepter effectivement que c'est pas parfait, qu'on bouscule un peu les choses, mais que c'est des changements nécessaires. Oui. Donc ça, c'est un changement de paradigme, de culture qu'on doit enraciner dans le réseau parce que le réseau, il est complètement ailleurs sur le plan de sa philosophie de gestion. Oui. Est-ce que selon vous, l'objectif principal de Santé Québec serait de réduire l'ascension des coûts? Ils n'auront pas le choix. Je pense que c'est vrai au Québec, mais c'est vrai dans l'ensemble des pays industrialisés. On ne peut pas augmenter les coûts de nos soins de santé à la hauteur de 5-6% par année. C'est insoutenable à long terme. Alors, ça aussi, il faudra prendre ça en compte. Est-ce qu'on est capable d'offrir, avec une amélioration de la performance et de l'efficience, les mêmes services à coût moindre? Donc ça, il faut se poser la question. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on dépense qui n'offrent finalement pas de plus-value à la population? Est-ce qu'il y a des points de dépense, même au niveau des soins directs, qui ne sont pas des ajouts à la santé de la population? Et ça aussi, il y aura de grandes réflexions. Ça, c'est pas qu'au Québec, c'est partout. Les technologies coûtent cher. Les nouveaux développements médicamenteux sont extrêmement dispendieux. C'est pas rare que je vois des patients recevoir une pilule par mois qui coûte 10 000 Donc, il faudra se poser des questions fondamentales, apolitiques le plus possible, parce qu'évidemment, c'est des sujets
difficile, mais on devra se poser ces questions-là parce que, malheureusement, avec l'augmentation des coûts, des nouvelles technologies, des nouveaux traitements, le vieillissement de la population, il faudra se poser éventuellement la question. Oui, professeur Blais, quels sont, selon vous, les principaux défis à surmonter ce système actuel? Oui. Je pense qu'on en parle souvent. C'est d'abord le défi des ressources humaines. Oui. Hein? Si on a de la difficulté à avoir une chirurgie dans le réseau public, c'est pas parce qu'il manque de salles d'opération et c'est même pas parce qu'il manque de chirurgie ou de chirurgiens qui pourraient venir dans le réseau public s'ils sont allés dans le privé. C'est parce qu'on manque de personnel de soutien, les infirmières, les nanothérapeutes, les gens qui soutiennent ou qui sont nécessaires au travail du chirurgien. Alors, et ça, on peut pas les cloner encore, ces personnes. Non. Donc, il faut bien les utiliser et leur faire ce qu'ils sont capables de faire et peut-être déléguer des responsabilités à des personnes qui peuvent assumer certaines tâches, mais que on néglige. Par exemple, on a commencé déjà le transfert de responsabilités vers des infirmières praticiennes spécialisées, des tâches que les médecins assumaient d'emblée, mais qu'on réalise qu'ils peuvent être assumés par d'autres. Et ça coûte moins cher et ça prend moins de temps former une infirmière que former un médecin ou un spécialiste. Alors, il y a plein de suivis qui peuvent être faits par des infirmières ou des infirmières spécialisées, par praticiennes spécialisées. Alors donc, on est pris avec cette pénurie de main-d'œuvre, mais si on sait mieux les utiliser et surtout les encourager à revenir dans le réseau public, parce que là, même si la dernière convention collective a été acceptée par la FIC, par exemple, la Fédération interprofessionnelle du Québec, qui regroupe essentiellement des infirmières, cette convention collective a été acceptée à reculons, d'une certaine façon, à l'usure. Alors, et c'est pas ça qui a fait que il y a une ruée de retour vers le public. Donc, un défi, c'est les ressources humaines. Là, un défi auquel Santé Québec fait face, c'est que Santé Québec entre en opération ou est entré en opération le 1er décembre dernier. Oui. Et une des premières tâches qu'on lui a confiées, c'est de couper 1,5 milliard de dollars dans le réseau de la santé. Oui. Et avec le mandat d'améliorer l'accès, mais avec moins d'argent. Mm-hmm. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire plus avec moins d'argent. On peut faire autrement et c'est là qu'on peut peut-être améliorer quelque chose. Et là, on a vu dans les dernières semaines, Santé Québec a tenté de couper des services à domicile pour faire des économies. Là, il y a eu des levées de boucliers, c'est sorti dans les médias, les gens se sont plaints et là, le ministre est intervenu en disant « Ah non, ça fait pas partie des orientations qu'on veut donner au système de santé, on veut pas réduire les services. » Ah, alors là, Santé Québec doit reculer. Mais Santé Québec est un peu, en termes de défi, là, un peu dans un catch-22. Alors, il doit à la fois réduire les budgets, mais augmenter ou améliorer les services. Alors ça, c'est un défi considérable. Oui, c'est une équation impossible, qui semble impossible. Docteur Herpel, est-ce que ça va permettre, cette Santé Québec, un meilleur accès aux services et du côté des services de proximité surtout, des soins primaires? Le souhaite. Oui, on le souhaite. En fait, je pense que Santé Québec a aussi le défi de redéfinir nos priorités de santé. Ouais. Une façon d'y arriver, c'est d'avoir une certaine transparence. Comme le disait M. Blais, ils ont eu le défi énorme de couper 1,5 milliard sans toucher au service. On sait bien que c'est impossible, pratiquement impossible, mais ils ont le défi d'une certaine transparence. Je pense que pour augmenter l'accès aux services de première ligne, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Il faut être transparent avec la population. Il faut redéfinir les tâches de tous et chacun, les tâches du réseau, les rôles du réseau, les responsabilités du réseau. Il faut aussi impliquer davantage la population qu'on le fait présentement. Et ça peut être le rôle d'une société d'État, même si Hydro-Québec essaie de nous faire sauver de l'électricité, même s'il y en vend. Oui, mais comment? Il faut d'abord c'est la transparence. Je pense qu'il faut arrêter de promettre des choses aux gens qu'on n'est pas capable de livrer. Ça, c'est la première des choses. De revoir vraiment l'offre du réseau et de l'exposer clairement. Donc, de cesser de faire des fausses promesses et de définir le rôle de la population dans le réseau. C'est quoi le rôle de chaque citoyen dans le réseau par rapport à sa propre santé, par rapport à ses proches, par rapport à sa consommation de soins. Donc, il faut impliquer les gens le plus possible dans le réseau qui nous appartient. C'est pas un réseau qui est de voisin d'à côté, c'est nous le réseau. C'est à tout le monde et on est des acteurs clés. Il faut redéfinir ça et il faut miser effectivement sur les soins primaires
le plus possible, parce qu'on sait que quand on fait ça, on sauve des coûts en médecine spécialisée puis plus tard dans le processus. Oui, Donc, il faut mettre l'accent là-dessus. Il faut y croire. C'est pas toujours vendeur. Alors ça, c'est le petit côté apolitique. C'est pas toujours vendeur, mais il faut miser là-dessus. Il faut miser sur la prévention, la promotion de la santé, le développement de services de proximité communautaire le plus possible. Et donc, ça, c'est fondamental. Malheureusement, Santé Québec, dans son conseil d'administration, il y a personne qui représente la première ligne des médecins de famille. Alors, il faut avoir cette vision-là. Il faut pas que Santé Québec ait une vision hospitalière, surspécialisée, de soins qui sont compliqués. Il faut miser sur la première ligne. Il faut que ça soit une priorité pour Santé Québec. Et il faut surtout être transparent avec les gens et les impliquer dans le processus. Entendu. Il n'existe pas que des médecins de famille. Il faut faire accepter par les gens. Beaucoup de gens encore vont consommer en première ligne et vont refuser de voir un infirmière praticien spécialisé, vont vouloir avoir le docteur, n'iront pas voir le pharmacien. Il faut sensibiliser les gens. Donc ça, il y a un rôle évidemment pour ça, mais il y a moyen et il y a une façon aussi je dirais qu'avec les médecins de famille, mais ça c'est pas Santé Québec, il y a toute une négociation entre le gouvernement et les médecins, mais d'être de la partie dans le développement d'un modèle pérenne de soins de soit un peu différent finalement. C'est un peu différent. Je pense qu'il faut faire partie de cette évolution-là. Santé Québec pourrait être un moteur aussi s'il le souhaitait. Oui, de ça. Professeur Blais, est-ce qu'on écoute assez les besoins des patients, ce qu'on appelle aussi des usagers, même si Oui, en fait, dans les objectifs, comme je mentionnais, un des objectifs, c'est de Santé Québec, ou des mandats, c'est de rapprocher les services de la population ou des besoins locaux. En même temps, il va falloir leur donner le micro, si on peut dire, leur donner des occasions ou la place pour exprimer leurs besoins, tout ça. Et là, en même temps, on crée une centralisation. Une centralisation, une gouvernance centrale très loin de la population. Donc, peut-être que s'ils sont sérieux dans le rapprochement des besoins locaux, peut-être qu'on aura effectivement quelqu'un pour écouter et puis ajouter des relais, des gestionnaires qui vont être sur le terrain et qui vont pouvoir écouter la population. Mais on n'a pas augmenté beaucoup la place des patients ou de la population sur les conseils. Mais il faudra voir comment, encore là, on parlait de quadrature du cercle avec la réduction des dépenses et l'augmentation des services. Mais là, on fait une centralisation, puis en même temps, on veut se rapprocher de la population. Donc, il faudra voir comment Santé Québec, et avec les modifications, l'inclusion de gestionnaires dans chaque installation, comment on pourra répondre à ce besoin. C'est un grand objectif et c'est louable. Et là, on peut se demander, est-ce que cette centralisation ou standardisation à travers les milieux, les régions, les établissements, les installations, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on oublie les spécificités ou qu'on néglige les spécificités locales qui sont importantes et qui font partie des objectifs? Oui, là, j'ai quelque chose pour vous. Est-ce que l'intégration des technologies numériques pourrait aider justement à renforcer tout ça, l'efficacité, plus de proximité, mais numérique? Non? Oui, les technologies de l'information, les technologies numériques, ça fait longtemps qu'on en parle au Québec, ne serait-ce que les dossiers patients électroniques. Il y a de plus en plus d'expériences où on va permettre à des patients d'être chez eux, d'être branchés à des appareils, de pouvoir transmettre de l'information sur leur état de santé à l'établissement, à l'hôpital, sans devoir se déplacer et occuper une place dans un lit ou dans un service à l'hôpital. Bon, c'est en train de se développer. Il y a encore beaucoup de défis d'incohérence. Oui, mais d'incohérence à travers, par exemple, les dossiers électroniques. Dans les différentes cliniques médicales, ils utilisent différents systèmes. Et est-ce qu'ils sont capables de communiquer toute l'information aux spécialistes ou au dossier Santé Québec qui est disponible à travers tout le Québec? Il y a encore beaucoup de défis informatiques, si j'ose dire, ou de promesses ou d'attentes, mais ça fait des décennies qu'on parle de développer les réseaux informatiques, les réseaux de communication. Il va falloir qu'on y mette les efforts et les ressources. Oui. Docteur Eppel, justement, ces technologies numériques-là, est-ce que ça pourrait être une des solutions au manque d'accès, justement, à l'éloignement des patients de leurs médecins? En fait, je rajoute seulement sur
de ce qu'on vient de dire. Je vais faire un peu de pouce sur la proximité. On veut centraliser, mais il va falloir effectivement, localement, que l'on fasse pas à travers la province du one size fits all, d'uniformisation à l'extrême. Il faut que les services locaux puissent s'adapter à leur population. Les déterminants de la santé variables d'un endroit à l'autre, la santé des populations, les critères démographiques, populationnels, les caractéristiques populationnelles sont différents à Sherbrooke, qui le sont, des Bécomo, qui le sont, même d'un quartier à l'autre. Il faut tenir ça en compte dans l'offre de nos services, absolument, et ça se fait très local, malgré la centralisation. Les technologies de l'information dans le réseau de la santé, pour répondre à votre question, c'est comme un rêve, on en parle, on dirait que ça ne survient jamais. On écrit, on faxe, on en met ça dans 5-6 mois. J'utilise 5-6 systèmes informatiques différents pour collecter de l'information quand je l'ai. Il y a deux choses. Il y a l'information que l'on se partage, que nous, on concède au dossier et qu'on devrait partager avec d'autres professionnels. On a énormément de chemin à faire là-dessus, très variable d'une région à l'autre. On le sait, nos GMF, nos groupes de médecine de famille ont fait des pas là-dedans, mais sont tous indépendants l'un de l'autre. Les hôpitaux, c'est très, 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 très variable, et c'est 3S aussi. Et ça va prendre à un certain moment donné une espèce d'uniformisation qui va augmenter la sécurité, qui va augmenter la qualité des soins et qui va réduire les coûts en bout de ligne. Ça va diminuer le dédoublement de certaines affaires. Et d'autre part, il y a effectivement dans votre question, est-ce que les technologies de l'information peuvent nous aider, par exemple, à offrir des soins de proximité ou des soins des populations plus éloignées? Certainement. Là aussi, on est très en retard. La technologie existe. On en fait un peu de médecins spécialistes dans certaines régions qui vont offrir des soins. Je pense à des médecins spécialistes qui vont offrir des soins virtuels dans le Grand Nord, mais qui sont dans des contextes très, très, très particuliers. Mais on pourrait effectivement faire un pas de plus dans la télémédecine avec toutes sortes de technologies qui existent. Même au 811, quand on offre des conseils aux gens par téléphone, on pourrait facilement dire, on va aller plus loin que le téléphone, on va voir le patient, on va voir l'enfant malade, on offre des outils à la population qui existent, on pourrait faire un pas de plus. Et un pas qui est important, et encore là, c'est pas malheureusement Santé Québec, mais Santé Québec pourrait être un moteur de ça, c'est de faire avancer aussi les ordres professionnels qui sont toujours à la traîne et qui ont d'avoir peur de n'importe quelle technologie pour dire, on est en 2025 et on doit aller de l'avant pour que les professionnels l'utilisent, qui n'est pas toujours le plus sur le frein. Oui, on va se souhaiter ça, docteur. Oui. On était en compagnie du docteur Benoît Eppel, médecin de l'Estrie, et de Régis Blais, professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robatcher, à la réalisation au micro, comme toujours Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la autour de vous. Vous pouvez faire suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. En attendant, je souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science